Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. La série de podcasts Commencez à investir met l'accent sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à prendre un bon départ en tant qu'investisseur. Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et partage avec vous ses trucs et astuces pour placer au mieux votre argent et être au courant des dernières tendances boursières. Dans chaque épisode, nous nous concentrerons sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à démarrer avec succès en tant qu'investisseur. Nous aborderons des sujets tels que la reconnaissance des cycles boursiers, la construction d'un portefeuille d'investissement et le rôle des différents types d'actions, métaux précieux ou encore crypto-monnaies. Dans cet épisode, comment apprendre à reconnaître le cycle de la bourse en tant qu'investisseur et comment échapper à ses aléas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Commencez à investir. La semaine dernière, nous avons évoqué avec Guy Legrand les différentes catégories d'actifs, actions, obligations, livrets d'épargne. Guy nous expliquait d'ailleurs que les taux d'intérêt actuels et les maigres rendements devaient nous encourager à investir une partie de notre capital vers les actions. Dans cet épisode, nous allons donc nous intéresser d'un peu plus près aux actions avec leurs caractéristiques principales et les règles de base pour investir correctement dans ce type de placement. Nous aurons l'occasion, dans les prochains épisodes, de nous intéresser à certains types d'actions et le rôle qu'elles jouent dans un portefeuille. Mais cette semaine, nous nous intéressons surtout aux risques et au rendement. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, quand on parle d'actions, Guy, on parle inévitablement de risques et de rendement. L'un ne va pas sans l'autre. Dans ce ratio, de quoi doit-on tenir compte ? Mais le risque, oui, bien sûr, en matière de placement, d'investissement, le revenu, la récompense est en proportion du risque. Il en a toujours été ainsi. Et c'est une chose, bien sûr, que l'on ne peut pas passer sous silence. La bourse présente des risques à court terme. C'est pourquoi il faut toujours viser le long terme quand on investit en bourse, en actions. Donc, le risque, c'est la bourse dans son ensemble. Sans remonter aux années 30, au fameux crash historique, qui s'est passé en plusieurs épisodes d'ailleurs. Il y a eu en 87, là, il y a quand même des gens qui s'en souviennent, le 19 octobre 87, le super crash à Wall Street, moins 22,6% en une séance. C'est un record historique. Et la bourse est remontée après, elle n'a pas rebaissé davantage, contrairement à l'Europe. Alors, c'est une première chose à se demander. Moi, investisseur, suis-je prêt à accepter que la bourse perde 20% sur une journée ? Ou bien est-ce que si je me dis non, c'est pas possible, mon cœur ne tiendra pas, il faut peut-être que je pense à autre chose qu'aux actions. Rappelons-nous que pas plus tard qu'en 2020, la bourse a aussi connu un fameux crash tout à fait inattendu. Aucune donnée économique ne le laissait présager. C'était le Covid. En Europe, l'indice Stoxx 600 a perdu 35% à peu près en un mois. Ça s'appelle un crash, c'est monstrueux. Bon, si mon cœur tient, ça va. Autrement, bon. Alors, ce risque est évidemment beaucoup plus élevé encore si l'on prend certaines actions individuelles. Deux exemples belges, il ne faut pas chercher plus loin. Biocénic, l'ancienne Beaune Thérapeutique, c'est la biotech, c'est très, très incertain, c'est très volatile. Biocénic valait 10 € en 2019. 2 ans plus tard déjà, l'action valait 10 cents. Bon, moins 99%. Alors on dira, oui, c'est les biotech, c'est quand même très, très volatile, c'est très spéculatif. Oui, mais Nirstar, valeur un peu particulière, c'est vrai, mais ça, c'est l'industrie, c'est le zinc. 20 € en 2016, ou 2015, pardon, 20 cents dès 2019, moins 99% aussi. Donc, le risque de la bourse en général n'est pas à négliger. En matière d'actions individuelles, il peut se révéler monstrueux. Alors, tant qu'on parle de risque, c'est vrai qu'on a décidé de consacrer cet épisode aux actions. Mais il faudrait quand même revenir, Guy, dans ce que représente aussi le risque au niveau des obligations, parce qu'il y en a et qu'elles sont parfois sous-estimées. Oui, elles sont assez largement sous-estimées. Et c'est un argument, d'ailleurs, en fonction de l'investissement boursier, éventuellement, un peu, ne fût-ce qu'à la marge, c'est que les obligations peuvent présenter des risques. Un risque non négligeable et qui est très sous-estimé historiquement par l'investisseur individuel, c'est le risque monétaire. La lira turque, par exemple.
monnaie un peu exotique. J'espère que M. Erdogan ne m'en voudra pas, mais c'est une économie très différente de la nôtre, un pays très différent. On a pu obtenir ces dernières années des rendements de 28 et même de 40% par moment en obligations exprimées en lira turque. Oui, mais c'est pas pour rien. L'inflation est énorme et la devise a fortement dévalué face à l'euro. Elle a perdu 92% en 15 ans. Et en automne 2022, on observait même une baisse de 64% en 2 ans. Alors, une devise qui chute de 64% en 2 ans est évidemment très spéculative. Donc, les obligations en lira turque à 40%, c'est peut-être un bon placement, mais c'est hyper spéculatif, évidemment. Et là, j'ajouterais une chose, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce risque monétaire n'est pas seulement le fait de monnaies un peu exotiques, ou le rand sud-africain, par exemple, a été assez populaire, mais il y a eu un épisode un peu ancien maintenant, parce que ça remonte aux années 80, mais qui est resté dans les annales, c'est l'épisode du dollar australien. Début des années 80, second choc pétrolier, inflation très élevée, taux d'intérêt très élevé, on a obtenu jusqu'à 14% et demi avec les obligations de l'État belge. Et puis, décrue de l'inflation, qui s'est poursuivie jusqu'à l'an dernier, soit dit en passant, 40 ans de décrue des taux, c'est un phénomène historique extraordinaire. Décrue des taux, donc, au cours des années 80, et les gens se sont dit, les investisseurs, les épargnants, plutôt d'ailleurs en l'occurrence, quoi ? On n'obtient plus que 12% avec les obligations de l'État belge, mais je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais 14,5%, c'est pas possible, c'est misérable, tu parles. Oh, mais miracle, j'ai vu que les obligations en dollars australiens rapportaient encore 15%. Il y a eu un phénomène d'achat très important à cette époque en obligations en dollars australiens. 1 an plus tard, quand les gens ont touché leur premier coupon, cruelle désillusion. Comment ? C'est tout ? Pas plus que ça ? Ben oui, le dollar australien avait perdu 1/4 de sa valeur face au franc belge à l'époque. C'était pas l'euro. On dit, mais enfin, c'est un pays développé, un pays riche. Oui, mais son économie n'a rien à voir avec la nôtre. L'Australie est un pays de matières premières. Quand elles sont chères, la conjoncture est bonne en Australie, alors qu'en Europe, nous qui devons importer toutes nos matières premières, quand elles sont chères, c'est mauvais pour nous. Donc, il n'y a pas de lien entre nos deux devises. Et encore aujourd'hui, avec le dollar américain, on voit des fluctuations de 20% sur 1 an. Donc attention, le risque monétaire, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, bien entendu, est très important et est souvent sous-estimé. Alors, il y a un autre risque que je cite pour mémoire parce qu'il n'est pas très important, c'est vrai, mais c'est le risque du débiteur. Les obligations émises par une entreprise, qui sont très en vogue ces dernières années parce qu'elles rapportent plus que les obligations de l'État, si l'entreprise fait faillite, je vais forcément perdre de l'argent. En général, on en récupère la moitié à peu près, c'est ce qu'on observe sur longue période. Et c'est vrai que ce risque est assez faible. L'an dernier, on estimait ainsi qu'avec la baisse de la conjoncture, les obligations à haut rendement, c'est-à-dire émises par des entreprises moins solides, bien entendu, elles sont moins solides, donc elles doivent offrir plus, on estimait que le taux de défaut pouvait passer de 1 à 3%, par exemple. Ça n'est pas monstrueux. Dans un portefeuille bien diversifié, ça ne serait pas un gros problème. Rappelons tout de même que le risque débiteur, ça vaut aussi pour les États. Sans même parler de l'Argentine qui a donné des surfrades à de nombreux investisseurs, il y a eu la Grèce. Ça n'est pas vieux et il y a des obligations grecques qui ont perdu leur valeur. Alors, il y a un autre, et vous l'avez plus ou moins évoqué, risque avec ces obligations quand même, c'est les taux d'intérêt. Et on vient d'avoir un exemple tout à fait concret ici l'année dernière. Oui, ça, il faut dire que l'année 2022 a démontré, si besoin en était, que le risque de taux, le risque de remontée des taux en l'occurrence, n'est pas à négliger. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu les taux grimper pareillement depuis plusieurs générations. Mais enfin, rappelons les chiffres. Au niveau mondial, exprimé en dollars, parce que les comparaisons mondiales se font toujours en dollars, les obligations ont perdu 16% de leur valeur. Bon, c'est monstrueux pour un placement à revenu fixe que l'on qualifiait naguère de placement de père de famille. C'est le plus gros crash en 70 ans. Les obligations souveraines, donc émises par les États de la zone euro, ont-elles perdu carrément 18%, presque autant que la bourse au niveau mondial. Donc les obligations qui chutent presque autant que les actions, c'est exceptionnel, ça ne se reproduira pas avant longtemps sans doute. Enfin, il faut quand même rappeler que ça existe quand les taux remontent, les obligations perdent de leur valeur. Et c'est l'occasion d'ailleurs, je voudrais
aborder là un énorme malentendu. C'est très surprenant parce que la plupart des investisseurs particuliers, confortés même parfois en cela par des professionnels, ce qui m'étonne beaucoup, disent « mais attendez, moins 16% l'an dernier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une obligation, c'est une moyenne bien entendu, mais disons, représentons ça par une obligation de 1 000 euros. Son cours aurait baissé à 840 euros, moins 16%. Oui, mais pas de problème, vous n'avez pas perdu ces 160 euros. Vous allez les retrouver à l'échéance, on va vous rembourser à 100%. Et donc, vous allez retrouver vos 1 000 euros. Oui, mais ça, c'est le capital. Mais entre-temps, il y aura eu le coupon, c'est-à-dire les intérêts. Et vous allez toucher pendant peut-être 6, 7, 8 ans, mettons 10 euros, 1%, au lieu de 30 euros, 3% qui est le taux actuel. Donc, vous allez perdre 20 euros par an pendant tout un temps, à supposer que ces 3% se maintiennent. Quand on voit qu'une obligation a baissé de cours, elle a baissé de 16%, elle ne vaut plus que 840 euros au lieu de 1000, ça ne veut pas dire que vous avez perdu 160 euros, mais ça veut dire que vous allez perdre 160 euros. Ceux qui offrent un prix de 840 euros pour cette obligation au lieu de 1000 ont fait le calcul et ils savent que les coupons trop bas, ça va représenter 160 euros. Donc oui, vous allez perdre 160 euros. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Vous allez retrouver votre capital, mais vous allez perdre sur le rendement, c'est évident. Donc ça, c'est pour les obligations et finalement les risques quand même que ces obligations comportent. C'était important d'y revenir. Mais revenons maintenant aux actions, l'objectif de cet épisode. Dans la majorité des cas, qui dit action dit aussi dividende. Alors, qu'est-ce que le dividende? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important que l'investisseur en tienne compte? Mais c'est important, oui. Et on va voir tout de suite. Première chose, donc le dividende, c'est la partie du bénéfice, rappelons-le, que l'entreprise distribue à ses actionnaires. Il y a des entreprises qui sont très généreuses en dividendes, d'autres pas du tout. Les valeurs technologiques, par exemple, celles qui font la pluie et le beau temps ces dernières années, qui ont connu des explosions de cours là en bourse américaine notamment, au départ ne distribuaient pas de dividendes. Elles réinvestissaient tout cet argent et l'actionnaire, ça ne le gênait pas du tout. Il savait très bien qu'en achetant ces valeurs technologiques qui démarraient en trombe, il espérait gagner pas mal avec la hausse du cours de bourse et le dividende, ça ne l'intéressait pas. Donc maintenant, la plupart payent un dividende. Ce sont des valeurs maintenant plus établies, des entreprises plus mûres. Les entreprises mûres, justement, les entreprises plus défensives, on verra ce que c'est plus tard, paient des dividendes assez généreux, assez réguliers aussi, parce que il y a des entreprises, des actions donc, que les investisseurs achètent pour avoir un rendement. Exactement comme certains achètent des obligations pour avoir un coupon tous les ans, pour améliorer leur retraite ou leur revenu simplement, il y en a qui achètent des actions pour que le dividende améliore leur revenu. Donc ce dividende... Et là, encore une fois, il y a un malentendu, d'ailleurs c'est assez étonnant, la plupart des gens ne se rendent absolument pas compte que sur longue période, ce qui rapporte le plus en bourse, ce n'est pas la hausse des cours, ce sont les dividendes. Il y a une étude qui a été faite par le Crédit Suisse, il était pas encore au bout du rouleau à l'époque, qui porte sur une énorme période, 1900 à 2018, au niveau du monde entier. Alors, l'évolution des cours, on l'a vu, elle peut être très, très fantasque. Il y a des périodes de belles hausses, il y a des périodes où la bourse recule. Deux exemples, les années 50, la hausse des cours, c'est presque 11% par an pendant toute la décade. Les années 1910, presque moins 10% par an. Donc, et ce sont les dividendes qui vont compenser cela dans une certaine mesure. Le total, sur ce grand siècle, au niveau mondial et en termes réels, donc une fois qu'on a soustrait l'inflation, donc en termes de pouvoir d'achat, dirait-on aujourd'hui, la hausse des cours a rapporté 1,1% par an, le versement des dividendes 4,1% par an. Donc, quasiment 4 fois plus. Les dividendes, c'est ce qu'il y a de plus important en bourse, bien plus important que la hausse des cours. Une autre étude qui a été faite là-dessus, qui se place d'un point de vue différent et qui est assez amusante, c'est au niveau mondial, encore une fois, et sur un siècle, même plus, les obligations, plus 2% par an, les actions, au niveau des cours, plus 2,2%, mais le cours plus les dividendes, plus 6,5%. Ça signifie que les actions au niveau des cours, ça a fait x13, et pendant la même période,
les actions avec réinvestissement des dividendes fois 1400. On arrive dans un ordre de grandeur complètement différent. C'est plus de 100 fois plus grâce aux dividendes. Et alors, un dernier chiffre que je vais citer, la Belgique, ça date de 2015, mais c'est la même étude marche. Sur un siècle, les liquidités, donc après inflation, liquidités moins 0,3 par an. Donc le carnet de dépôt, sur longue période, Perdu. on y perd à cause de l'inflation. C'est très vrai maintenant, mais c'est vrai sur longue période aussi, ne fût-ce qu'à la marge. Les actions, au niveau des cours uniquement, 1% par an en négatif. Moins 1% par an en Belgique. La bourse de Bruxelles est beaucoup moins bonne qu'un tas d'autres bourses internationales. Les obligations, plus 0,4%, pardon. Bon, on compense quand même un peu l'inflation. Et les actions, cours plus dividendes, plus 2,7% par an. Donc les actions, au niveau des cours en Belgique, font moins bien que les obligations sur un siècle, mais elles font 8 fois mieux grâce aux dividendes. Voilà, les dividendes, c'est ce qu'il y a de plus important en bourse, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Et il faut dire que le Belge a quand même une relation particulière avec le dividende par rapport à d'autres pays, en fait. Oui, parce que là, on a coutume de dire que... non, ce sont des calculs qui ont été faits, que les entreprises distribuent grosso modo une petite moitié de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Donc, c'est très variable suivant les secteurs. Les entreprises, en Belgique, on estime qu'on est à plus de 80%, ou 70-80%. C'est beaucoup plus parce que le Belge tient beaucoup plus que d'autres à son dividende. Il faut dire, on vient de le voir, que la bourse de Bruxelles, sur longue période, elle ne vaut pas les autres. Donc, raison de plus pour s'accrocher à son dividende, puisqu'on sait qu'on ne va pas gagner grand-chose avec la hausse des cours. Il faut quand même tenir compte avec ces dividendes d'un petit désavantage fiscal. Oui, évidemment, ce dividende est ponctionné à 30% maintenant. Le précompte mobilier qui est perçu par l'État sur les valeurs mobilières a beaucoup augmenté. On était à 15% il n'y a pas si longtemps. Donc 30%, ça fait quand même une sacrée différence. Surtout que ce qu'on rappelle parfois à juste titre, c'est que les entreprises paient ce dividende avec leurs bénéfices déjà taxés. Donc elles ont déjà payé l'impôt des sociétés. Donc au total, l'imposition est assez monstrueuse. Ceci étant, le précompte mobilier de 30% vaut pour les autres placements aussi, donc y compris les obligations. Il n'y a que le carnet de dépôt finalement qui échappe à ce précompte mobilier. Donc on ne néglige pas le dividende dans nos investissements en actions. Il y a quand même une autre caractéristique qui est importante avec ces actions, ce sont les cycles boursiers. Alors on entend souvent ces termes, un cycle haussier, un cycle baissier. Pour les novices, comment est-ce qu'on traduit ça ? Mais cycle haussier, donc c'est un cycle, une période durant laquelle les bourses montent grâce à un environnement économique favorable, environnement financier favorable aussi. Il ne faut pas que les taux d'intérêt explosent comme l'an dernier. On observe sur longue période que durant un cycle haussier, qui peut durer par exemple 10, 12 ans, une quinzaine d'années éventuellement, les actions rapportent à peu près 15% par an, ce qui est fort appréciable évidemment. Alors, à l'inverse, les cycles baissiers, qui peuvent être de même durée, qui sont quand même plus courts en général, sur longue période, la bourse grimpe. Donc, les cycles heureusement plus courts, là, les cours vont reculer, ce sera en partie compensé par les dividendes, comme on vient de le dire, et on considère que sur une période de 10-12 ans, peut-être 15 ans au maximum, on ne va rien gagner, tout simplement. On sera rarement dans le rouge véritablement, c'est très exceptionnel, mais on ne va rien gagner. Donc, cycle haussier, plus 15% par an, c'est à la grosse louche, bien sûr. Cycle baissier, je limite les dégâts et je ne perds pas trop, mais je perds un petit peu peut-être quand même. Alors, tout investisseur voudrait évidemment éviter ces cycles baissiers. Est-ce qu'on a des outils qui peuvent nous aider à anticiper, à reconnaître les cycles ? Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à prévoir les retournements de cycle. La durée du cycle aussi, ça dépend d'un tas de facteurs que l'on ne maîtrise absolument pas, mais on regardera généralement vers les indicateurs économiques pour se faire une idée de l'état de l'économie et du monde financier. Ces indicateurs économiques, ce sont les indicateurs de production industrielle, par exemple, ou de consommation, de services. C'est aussi, dans un tout autre ordre d'idée, l'évolution des bénéfices des entreprises. Quand les bénéfices commencent à stagner, ce qui est le cas en 2023, c'était prévu d'ailleurs de longue date que les bénéfices reculent un petit peu même, suivant les zones géographiques.
on se dit, attention, là, il y a forcément un risque pour la bourse. Est-ce qu'on n'entre pas dans un cycle baissier? Et alors, il y a l'évolution des taux d'intérêt, encore une fois. L'année passée, quand les taux ont commencé à monter, on a pu se dire, et on avait tristement raison, que c'était peut-être une fameuse correction boursière qui se préparait. Est-ce qu'on y est toujours, d'ailleurs, en dépit d'une hausse récente? Est-ce que ça va durer plusieurs années? C'est la grande question d'aujourd'hui. On peut un peu se faire une idée de l'avenir avec les indicateurs, mais c'est une idée très vague et qui n'est jamais garantie, bien entendu. Difficile donc de reconnaître, en tout cas d'anticiper ces cycles. Maintenant, de façon générale, pour atténuer les aléas de ces cycles boursiers, il y a un conseil, c'est d'étaler ses achats dans le temps. Oui, étaler dans le temps, et ça c'est extrêmement simple et très malin à la fois. Bon, prenons des chiffres. J'achète pour 100 € d'actions ce mois-ci, ou 1 000 € si j'en ai les moyens. Bon, c'est pas tout le monde qui peut peut-être acheter pour 1 000 € d'actions par an, un panier, à travers un fonds par exemple. Et puis la bourse flanche sérieusement, et le mois suivant, je m'aperçois qu'on a perdu un tiers. Ce que j'ai acheté 100 €, ça n'en vaut plus que 66. Mais je continue à acheter pour 100 € la même chose, mais du coup j'ai 1,5 fois ce que j'ai acheté le mois passé. J'achète 66 plus 33, ça fait 99, disons 100, j'ai acheté 50% de plus. À l'inverse, si la bourse s'était emballée le mois prochain ou dans 2 mois, et que ce que j'avais acheté 100 € en valait 150, j'aurais toujours acheté pour 100 €, et donc j'aurais acheté un tiers de moins. C'est aussi simple que ça. Quand c'est cher, j'achète moins, et quand c'est bon marché, j'achète plus. Ça, c'est la méthode, j'achète pour une somme identique tous les mois. C'est très simple et c'est très malin. Alors, il faut donc se diversifier dans le temps aussi, et dans le portefeuille, bien sûr. Ça, on va y revenir plus en détail dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, Guy, je propose qu'on s'intéresse aux différents secteurs, parce que ça, c'est important aussi, et les entreprises dans lesquelles on peut investir. Merci, en tout cas, Guy, pour tous ces conseils. À la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute attentive. N'hésitez pas à partager cet épisode, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils pour vous aider à commencer à investir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.